Merci Alain. Je tiens à dire d'abord que je suis très honoré de l'invitation d'Alain Supiot dans le cadre d'un séminaire qui révèle déjà de très grandes richesses. La solidarité entre adhésion et affiliation. Comme on l'aura sans doute deviné, c'est de la solidarité au sein de notre système de sécurité sociale qu'il sera question ici. On vient de le voir depuis le début de la matinée, le concept de solidarité déborde et de très loin le champ de la sécurité sociale, ou plus largement de la protection sociale, et il serait d'ailleurs tout à fait erroné et ridicule de prétendre l'y fixer. Mais ce champ de la sécurité sociale est tout de même l'un des sites où l'on peut observer d'assez près ce concept. Dans notre système de sécurité sociale, en effet, la place de la solidarité est tout à fait essentielle, comme en témoigne, Alain y a fait allusion tout à l'heure, le tout premier alinéa du tout premier article du Code français de sécurité sociale, à l'article L111-1, selon lequel, je cite, « L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale ». Pourtant, et c'est un premier indice d'une difficulté particulière du sujet, ce premier alinéa, l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale, n'est pas contemporain de la création de notre système de sécurité sociale à l'automne 1945. Il a en effet été inséré plus tardivement dans le Code par une loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale. Bien entendu, cela ne signifie aucunement qu'il ait été nécessaire d'attendre 1978 pour que le système prenne la solidarité pour son axe majeur. Il l'a fait bien sûr dès le premier jour. En réalité, on peut se demander tout à l'inverse si le besoin tardivement apparu d'une référence explicite et en quelque sorte cardinale à la solidarité n'a pas révélé sans le vouloir comme un trouble ou un doute sur la réalité de sa présence et sur la validité des figures qu'elle peut ou non revêtir. Or, cette difficulté est vraisemblablement liée, au moins en partie, à ce que la solidarité, qui dans son sens en quelque sorte naturel, est un élan vers autrui, un mouvement spontané vers l'autre et ses besoins, la solidarité donc n'a pu se réaliser en matière de sécurité sociale qu'en passant par les canaux étroits et rigoureux, par la sévère férule, par la discipline, au sens le plus fort du terme, de l'affiliation obligatoire. En d'autres termes, et ce sera le premier point rapide de notre intervention, il apparaît que la solidarité ne peut se réaliser concrètement et sérieusement dans le cadre du droit de la sécurité sociale, sans en quelque sorte sacrifier l'adhésion à l'affiliation dans une sorte de travestissement ou de masque qui peut finir jusqu'à cacher l'existence même de cette solidarité, alors qu'elle devrait pourtant sauter aux yeux de tous. Toutefois, et presque dans un même mouvement, cette solidarité masquée, par sa réalité même, peut relancer un processus plus large qui donne à l'affiliation un nouveau sens, quand c'est en quelque sorte l'affiliation qui peut susciter l'adhésion. La solidarité s'inscrit alors dans la thématique
de la citoyenneté, ce lien bien plus assumé que choisi, et sans doute encore dans celle de l'identité. Ce sera le second point de notre intervention. Mais tout d'abord, passons de l'adhésion à l'affiliation dans une sorte de masque de la solidarité. La solidarité est au départ un élan qui tient à la fois de ce qui le précède et de ce qui le porte. Et en matière de protection sociale, on évoquera rapidement, au premier titre de ce qui précède, l'idée mutualiste qui a eu son émergence forte au XIXe siècle et qui a contribué dans un deuxième temps, avec naturellement beaucoup d'autres facteurs, à dessiner une sécurité sociale perçue non pas comme une organisation, mais comme un idéal ou un horizon à atteindre. L'émergence et le développement de la mutualité au XIXe siècle est un point tout à fait intéressant et tout à fait essentiel pour comprendre la lointaine généalogie de notre sécurité sociale actuelle et également pour réfléchir au rapport de notre sécurité sociale avec l'idée de solidarité. Une étude de très grande qualité, que j'ai grand plaisir à signaler ici, celle de mon collègue Yann Delbrel, sur la mutualité à Bordeaux au XIXe siècle, mais c'est une étude dont les leçons dépassent de beaucoup le cadre bordelais, montre que ce développement des sociétés de secours mutuels, qui fut à Bordeaux particulièrement important et qui d'ailleurs est à l'origine de la situation encore contemporaine de la mutualité à Bordeaux, le développement des sociétés de secours mutuels a été d'autant plus surprenant, dans une certaine mesure, qu'il s'est placé, comme on le sait, dans un cadre légal assez nettement défavorable, avec les lois d'Allard et Le Chapelier, et que également il s'est, pour ce qui est de Bordeaux, développé dans une région et une société qui n'était que marginalement touchée par la révolution industrielle. Et pourtant, ce développement a été très significatif dès la première moitié du XIXe siècle, avec une véritable floraison de sociétés de secours mutuels. Ces sociétés se sont ordonnées autour de 4 objectifs, en même temps d'ailleurs que de 4 valeurs. Une insistance très forte sur la prévoyance, un objectif de promotion individuelle et sociale, un effet très peu souligné mais tout à fait réel de médicalisation de la société, et enfin une insistance aussi sur la notion de faire ensemble, qui apparaît d'ailleurs dans les statuts de ces sociétés de secours mutuels et qui nous interroge encore aujourd'hui. Pour ce qui est de la prévoyance, l'idée tout à fait dominante à l'époque est que les classes modestes et laborieuses sont imprévoyantes. C'est un reproche qui leur est fait de façon absolument récurrente. Il faut donc créer des sociétés de secours mutuels intégrant les personnes modestes, en leur faisant payer une cotisation évidemment modeste, mais au paiement de laquelle on veillera de façon rigoureuse pour développer l'esprit d'économie, d'épargne et encore une fois de prévoyance dans la population. Ce qui est assez caractéristique, c'est que ces thèmes qui figurent dans les sociétés de secours mutuels vont également servir à une vision de l'évolution sociale plus large autour de la promotion individuelle et sociale, car un certain nombre de personnes modestes se saisiront de cette prévoyance pour tenter de s'élever socialement et d'obtenir pour elles-mêmes et pour leur famille
une promotion véritable. Il s'y est ajouté une médicalisation de la société. Yann Delbrel montre de façon très intéressante que l'image des médecins, par exemple, a été profondément transformée à Bordeaux par les sociétés de secours mutuels. Les médecins suscitaient une grande méfiance dans les classes populaires au début du XIXe siècle, et à la fin du XIXe siècle, le recours aux médecins était devenu régulier. Et enfin, ces sociétés de secours mutuels insistent dans leur statut sur un certain nombre d'obligations sous le vocable général de faire ensemble, et notamment une obligation pour les adhérents mutualistes de rendre visite aux mutualistes malades de façon non pas du tout spontanée d'ailleurs de ce point de vue ou informelle, mais organisée, régulière, avec des sortes de tours, étant entendu que ces veilles peuvent durer parfois toute la nuit. Alors naturellement, on est encore très loin de la solidarité telle que nous la pensons aujourd'hui, d'autant plus que ces sociétés de secours mutuels révèlent sur la fin du XIXe siècle de très graves limites. La première limite est qu'il y avait, par exemple, dans les sociétés de secours mutuels bordelaises, très peu de femmes, comme on peut s'en douter. D'ailleurs, les statuts étaient assez souvent réticents, voire hostiles à l'adhésion des femmes, supposées exposées à des dépenses supplémentaires du point de vue de la santé. Et il y a aussi, sur la fin du XIXe siècle, mais là c'est un mouvement très général et qui n'est pas du tout spécifiquement bordelais, il y a aussi sur la fin du XIXe siècle un éloignement des classes populaires et un investissement au contraire massif de la mutualité avant la loi du 1er avril 1898 par les employés et les classes moyennes. Et puis surtout on s'aperçoit que l'idéologie d'adhésion facultative sur laquelle reposent les sociétés de secours mutuels, puis les sociétés mutualistes, ne permet pas, ne correspond plus, ou risque de ne plus correspondre, à une vision ambitieuse de la couverture sociale et de ce qui sera plus tard la sécurité sociale. Cette vision ambitieuse, qui apparaît dès la fin du XIXe siècle, bien avant qu'on la pense en termes d'organisation ou de système de sécurité sociale, tient d'abord à une remise en cause de ce que l'on a appelé l'optimisme égoïste de l'école classique, notamment, mais pas seulement, par l'école de Leplé, autrement appelée l'école de la réforme sociale ou l'école libérale chrétienne. Il faut signaler aussi le rôle de l'encyclique Rerum Novarum, appelant l'État à se faire la providence des travailleurs, selon une formule tout de même très significative. Elle tient aussi, cette remise en cause, à la reconnaissance d'une véritable solidarité sociale. Alors, je ne citerai pas Émile Durkheim, non pas du tout que je le poursuive d'une sotte vindicte pour avoir quitté la faculté des lettres de Bordeaux au profit de l'université de Paris, mais parce qu'il y a, et nous venons d'ailleurs de les entendre, d'éminents spécialistes de sociologie. Léon Bourgeois écrivait, par exemple, dans une formule également très frappante, « Je crois qu'il y a au-dessus de nous, autour de nous, nous enserrant de toute manière, une solidarité naturelle dont nous ne pouvons nous dégager. » Et il ajoutait « Nous naissons tous débiteurs les uns des autres. » C'est une formule que cite notamment un auteur juriste qui a eu un rôle très important, Paul Pic, et qui la reprend d'ailleurs en exergue en 1922 de son ouvrage « Le traité élémentaire de législation industrielle ». Il y a dans cette formule de Léon Bourgeois un style et une inspiration de déclaration des droits, sans doute avec la même conviction que les droits que l'on déclare existent déjà et qu'ils n'ont été cachés jusqu'à maintenant que par un voile d'ignorance. Et par conséquent, la reconnaissance de cette solidarité
est dans un premier temps de l'ordre de la révélation. Mais elle est aussi et aussitôt une mise en marche, parce que la reconnaissance de cette solidarité sociale n'a évidemment de sens que si elle débouche sur une organisation, y compris juridique, de cette solidarité. Et c'est là qu'apparaît la filiation. Si en effet on passe de la solidarité naturelle à la solidarité comme organisation, au service d'une couverture sociale ambitieuse, on se rend compte assez vite que l'affiliation s'impose et que l'on ne peut plus rester sur le registre de l'adhésion. Et on se rend compte aussi, même si c'est sans doute moins immédiatement conscient, que tout en s'imposant, l'affiliation impose un certain travestissement de la solidarité. L'affiliation s'impose d'abord, comme l'a montré le débat de la fin du XIXe siècle et des premières décennies du XXe sur l'affiliation obligatoire ou non pour la réparation des accidents du travail et les assurances sociales. Pour ce qui est de la réparation des accidents du travail ou des risques professionnels, la question est réglée dès la loi du 9 avril 1898. L'affiliation est obligatoire. Il s'agit d'une assurance obligatoire et d'ailleurs ce n'est sans doute pas cet aspect de la couverture qui a été le plus discuté dans la très longue période préalable à la loi de 1898, qui est une période d'une vingtaine d'années. Chacun a senti que sans assurance obligatoire ou quasi obligatoire contre les accidents du travail et les risques professionnels, il n'y aurait aucune couverture sociale correcte des risques professionnels et donc aucun compromis sérieux entre les employeurs et la bourgeoisie d'un côté, les travailleurs de l'autre. Le débat a été en revanche beaucoup plus vif concernant la vieillesse, la maladie et le chômage, entre tenants de l'obligation et tenants de la liberté d'adhésion. Cette liberté fut-elle aidée financièrement ou subsidiée? Le dispositif de la liberté subsidiée, avec assurance facultative, mais bonification par l'État du montant des cotisations, que l'État pouvait multiplier de 2 à 6, et qui avait certaines réalisations pratiques, notamment à l'époque en Belgique, a été assez fortement avancée également en France, au nom d'une idéologie de la liberté, bien sûr, et sans aucun doute aussi d'une hostilité très vive à ce que l'on appelait le socialisme de caserne, et qui était une charge à peine voilée, et d'ailleurs quasiment explicite, contre la société allemande de l'époque et les lois sur les assurances sociales obligatoires du chancelier Bismarck. Cependant, et c'est frappant aujourd'hui, l'assurance ou l'affiliation obligatoire a eu aussi très vite des soutiens marqués. Et Paul Pic, que je citais déjà, en a été l'un des plus connus et l'un des plus importants. Paul Pic est tout d'abord très critique vis-à-vis de la liberté subsidiée, qu'il estime très lourde pour les finances publiques, peu efficace, observe-t-il, et notamment, observe-t-il de façon frappante et concrète, très peu efficace pour la réalisation d'équipements de santé, cliniques, dispensaires, etc. Et en définitive, ajoute-t-il, aggravant les inégalités sociales, ce que l'adhésion facultative au XIXe avait d'ailleurs plus ou moins montré. Pour lui, l'imprévoyance, si reprochée à la classe laborieuse au XIXe siècle, n'est pas la cause de la misère ou de l'indigence, mais leurs conséquences. Quant à l'obligation, loin de restreindre la liberté, elle la fortifie et lui donne réalité en l'éloignant des humiliations de l'assistance. Par conséquent, pour Paul Pic, l'obligation était nettement préférable, à la fois du point de vue du travailleur, de l'État
et de la collectivité tout entière. Ce débat s'appuie, et la position de Pic s'appuie bien sûr, sur une logique de l'affiliation dont il faut dire qu'elle est indiscutable. Comment, en effet, assurer une couverture consistante à des personnes, travailleurs notamment, dont les risques sont élevés, mais dont le revenu est faible? Pour ces personnes de risque élevé et de revenus faibles, la technique de l'assurance, qui calcule la couverture en fonction du risque, n'est aucunement adaptée. D'un côté, en effet, l'assureur va chercher légitimement à limiter ses risques et donc à trier sa clientèle. Il écartera par exemple de l'assurance maladie ou de l'assurance vieillesse tous ceux qui sont trop âgés, ou bien il leur demandera de payer des primes plus élevées à la mesure du risque qu'ils courent et qu'ils lui font courir. Et par conséquent, dans l'assurance classiquement entendue, chacun paie le risque à son prix. Et si, dans l'assurance classiquement entendue, je me réfère à une publicité d'il y a quelques années, le possesseur d'une voiture modeste, il s'agissait en l'occurrence d'une 2 chevaux dans une publicité d'assurance, se voit demander une prime moins importante que celui d'une voiture de sport, ce n'est point parce que ses revenus sont plus faibles, mais parce que l'objet qu'il soumet à garantie a moins de valeur, ou bien parce que statistiquement, les véhicules de faible cylindrée causeraient moins de dommages que les voitures plus puissantes. Il n'y a pas de vraie solidarité dans l'assurance, et d'ailleurs les meilleurs auteurs, je pense notamment à Mme Lambert-Fèvre, l'écrivent explicitement. Elle nous dit « L'assurance privée a donc laissé à la sécurité sociale un rôle de solidarité qu'il n'est pas, dans sa mission spécifique, à l'assurance bien sûr, de remplir. » Dès lors, dans une société où le plus grand nombre n'a d'autres ressources que celles de son travail, comment offrir, par exemple, une couverture sociale convenable à la personne âgée ou à la personne exposée à des risques de santé importants quand elle a des revenus faibles? La question est assurément difficile, mais la réponse est dans la question. La solution, c'est naturellement la couverture du faible par le fort. En d'autres termes, ce sont les revenus moyens et élevés qui doivent supporter l'essentiel de la couverture des risques et des charges subis par les titulaires de revenus faibles. Il convient donc que l'effort demandé à l'assuré soit déterminé non point en fonction du risque, mais en fonction du revenu. Évidemment, cela suppose, dans une logique imparable, que l'affiliation soit strictement obligatoire pour tous. Parce que, si l'on était autrement, les personnes à revenus élevés et à risque faible iraient voir ailleurs, naturellement, qu'auprès de la sécurité sociale et se feraient consentir par les assurances des primes peu importantes. Il convient donc, si l'on veut que tous participent à la couverture sociale, que l'affiliation soit strictement obligatoire, que les risques élevés et revenus faibles soient couverts par les revenus élevés à risque faible. Évidemment, cette affiliation obligatoire, qui est aujourd'hui la règle en sécurité sociale, révèle cette obligation logique et imparable, et d'ailleurs l'étymologie du terme affiliation, de même que sa définition actuelle, montre bien, je passe rapidement, montre bien que c'est l'accent mis par l'affiliation sur celui qui affilie, ou la raison en fonction de laquelle on affilie une personne, plus que sur la personne qui est elle-même affiliée. Mais dans le même mouvement, il est clair que cette affiliation obligatoire, qui est une conséquence inévitable de la volonté sérieuse de mettre en place une solidarité réelle, cette affiliation obligatoire
par une sorte de masque, finit par faire oublier la solidarité qui est à sa base, qui est à l'œuvre dans cette affiliation, parce que la tendance est dans l'esprit des assurés sociaux obligatoires, la tendance est au glissement, dans l'assujettissement, dans le fait de ne plus voir dans ce système que ce en quoi il s'oblige à nous, et non pas ce sur quoi il est fondé et la solidarité qu'il révèle. Il y a là comme une sorte de difficulté inévitable entre la nécessité de mettre en œuvre, la façon dont la solidarité doit se mettre en œuvre et les conséquences de cette mise en œuvre sur le sentiment que l'on a ou que l'on n'a plus de cette solidarité. Dès lors, on peut se demander si la question centrale n'est pas alors de savoir comment la filiation obligatoire peut faire société aujourd'hui et demain. Ce sera le deuxième point de mon intervention, j'espère ne pas... je vais aller assez vite. Comment passer de la filiation à une adhésion nouvelle? Je pense que, pour ouvrir quelques pistes sur ce passage de la filiation à une adhésion nouvelle, on peut réfléchir sur les rapports de la solidarité avec l'identité d'une part et la citoyenneté de l'autre. S'agissant des rapports de la solidarité avec l'identité, j'avais été très frappé lors d'un séjour au Canada remontant à une vingtaine d'années par une lecture qui rapportait qu'on avait demandé à un Canadien anglophone ce qui, à son avis, distinguait son pays de son très puissant voisin. Et il avait répondu que deux choses distinguaient le Canada des États-Unis. D'une part, au Canada, une partie de la population parlait français, et d'autre part, au Canada, il existait un système de sécurité sociale. Alors, je passe sur cette réponse très subtile qui commence par s'identifier en relation avec d'autres que soi, puisque ce Canadien n'était pas francophone, mais il considérait que les francophones étaient une des marques de sa propre identité. Et évidemment, j'insiste sur la référence à l'existence d'un système de sécurité sociale. Je pense que, très au-delà du Canada anglophone, l'existence d'un système de sécurité sociale fait partie de notre identité. Alors, sans doute s'agit-il davantage d'une identité sociale, collective ou politique que d'une identité personnelle. Nous sommes très certainement tous dans cette salle, dans cet amphithéâtre, à des degrés divers, assurés sociaux. Je ne crois pas que, alors pourtant que c'est un point tout à fait capital dans nos vies respectives, je ne crois pas que c'est un des éléments par lesquels nous nous identifierions le plus rapidement. De ce point de vue, d'ailleurs, la qualité d'assuré social est assez différente, par exemple, de la nationalité. Je pense qu'il y aurait des comparaisons intéressantes à faire, mais là, il y a une distinction très forte. On peut s'identifier dans une conversation par sa nationalité. S'identifier en précisant que l'on est assuré social paraît très surprenant. Pour autant, c'est une réalité individuelle, mais c'est aussi et surtout une réalité sociale et collective, et c'est également une réalité juridique. De ce point de vue, je ferai mention, les juristes présents dans la salle n'apprendront rien d'ailleurs en m'écoutant, que la Cour de justice des communautés européennes, elle s'appelait ainsi à l'époque, et la Cour de cassation française ont énoncé dans les années 90 que les organismes de sécurité sociale ne sont pas des entreprises, que par conséquent ils échappent aux règles sévères du droit européen de la concurrence et sauvegardent leur monopole. Et cette situation est justifiée pour la Cour de justice des communautés européennes par le principe de solidarité qui irrigue
l'activité des organismes de sécurité sociale, notamment, j'y ai fait allusion, l'affiliation obligatoire, le calcul des cotisations en fonction des revenus, le principe de répartition dans le financement des retraites, etc. Par conséquent, on s'aperçoit que la solidarité est un élément qui permet de continuer à identifier les organismes de sécurité sociale de façon distincte et à ne pas les confondre avec des entreprises. J'en termine avec les rapports de la solidarité et de la citoyenneté. Ces rapports sont évidemment assez difficiles à analyser dans un système de sécurité sociale de type socio-professionnel comme le nôtre. Il y en a d'ailleurs beaucoup d'autres de ce même type. Puisque j'ai fait référence à notre qualité d'assuré social, il y a une chose qui est, dans un système de type socio-professionnel, tout à fait claire, c'est que l'on ne naît pas assuré social, on est tout au plus ayant droit, on ne naît pas assuré social puisque la qualité d'assuré social est généralement liée à l'exercice d'une activité professionnelle, alors que dans un système de type universel, on est assuré social. Mais même si l'on ne naît pas assuré social, la qualité d'assuré social et l'existence d'une sécurité sociale ont évidemment partie liée avec la citoyenneté. Il suffit pour ce faire de rappeler le rôle de la sécurité sociale, même si elle n'est pas toujours explicitement énoncée, dans les textes fondamentaux de notre système juridique, dans les préambules et même dans les chartes européennes. Évidemment, ce rapport avec la citoyenneté entraîne sans aucun doute deux conséquences. D'abord, l'affiliation qui réalise cette citoyenneté et qui est naturellement obligatoire doit être la plus large possible et elle doit couvrir, si possible, tous les résidents. D'ailleurs, c'est le cas dans une assez large mesure. Ensuite, cette affiliation qui assure, ou qui est censée assurer à tous, une sécurité du lendemain, est également l'affaire de tous. Et c'est en cela encore que la solidarité et la citoyenneté se rejoignent. En d'autres termes, il faut retrouver le faire ensemble des anciennes sociétés de secours mutuel, mais sous la forme aujourd'hui, dans notre société démocratique, du débat ensemble, de la discussion commune sur les charges publiques, sur les objectifs et sur les moyens de la sécurité sociale et de la préparation de nos lendemains à tous. Je vous remercie.